Alors aujourd'hui, on va parler d'un chapitre des mathématiques qui, malheureusement, le plus souvent, soit fait frémir les étudiants, soit les endort, alors que c'est absolument passionnant, comme vous allez le voir, enfin, espérons, c'est la trigonométrie. Alors là, mais la trigonométrie, mais je vous jure que c'est un chapitre d'une importance absolument capitale en prépa éco et qu'il faut à tout prix savoir maîtriser à fond. Mais je pense que avant de parler de trigonométrie, j'aimerais beaucoup d'abord vous parler d'une petite histoire. Alors, c'est une histoire qui s'est passée en France, dans notre pays, dans notre très cher pays, à la fin du XVIIIe siècle, juste après la Révolution française. Or, à la Révolution française, vous le savez, c'est la fin de l'Ancien Régime, okay, c'est le début de la Première République, d'accord, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que sous cet Ancien Régime, il y avait une quantité mais invraisemblable d'unités de mesure, mais en tout genre, les lieues, les toises, les zones, les pouces, les pieds, et j'en passe parce qu'en tout, mais il y en avait plus de 800. Je ne sais pas si vous réalisez le délire, ça veut dire que, imaginez un peu le truc, c'est-à-dire que lorsque vous passiez d'une région à une autre en France, et vous changiez mais complètement d'unité de mesure, si bien que par exemple à Saint-Denis, une pinte de bière, c'est un tiers moins rempli qu'une pinte de bière à Paris. Les unités de distance ne sont jamais les mêmes. Enfin bref, c'est un bazar, c'est un bordel, mais juste sans nom, c'est monstrueux. Or, à la Révolution française, avec ce désir d'universalité et d'unité nationale aussi qui est porté en effigie, on pense notamment à la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Académie des sciences, elle a une idée brillante et qui a mené à une quête et à une histoire mais extraordinaire. Et cette quête, c'est de définir une unité de mesure universelle, qu'on appelle le mètre, à partir des dimensions de la Terre. Et pour ça, ils ont l'idée d'utiliser une partie de l'arc du méridien qui va de Dunkerque à Barcelone et qui passe par Paris. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il s'agit de mesurer de façon très précise cette distance, de la diviser convenablement pour obtenir une unité de mesure qui vient de la Terre, okay, et qui pourra donc être utilisée absolument partout sur la Terre, dans tous les pays. Et d'ailleurs, il y a Condorcet qui a eu cette fameuse formule, cette fameuse phrase à propos de ce que c'est que cette entreprise, et qui a dit à propos du mètre que ce serait une mesure pour tous les hommes et pour tous les temps. Magnifique quand même. Alors la mission, elle est confiée à deux mathématiciens qui s'appellent Delambre et Méchain. Delambre, il s'occupe de la partie nord de Rodez à Dunkerque, et Méchain, il s'occupe du sud, de Rodez à Barcelone. Alors cette histoire, elle est absolument dingue, elle est passionnante, ça a duré 7 ans quand même. Elle est racontée dans ce livre que je vous conseille vivement. Et je vous jure que même quand on n'aime pas les maths, c'est une aventure humaine mais tellement extraordinaire et qui fait bien évidemment mention de temps en temps, entre autres, mais modestement, à la triangulation et de la trigonométrie. Mais c'est absolument génial, c'est fantastique. Parce qu'en réalité, la trigonométrie, c'est un outil d'une puissance extrême pour réaliser des mesures de distance. Ça a été utilisé pendant des siècles depuis sa création, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est vraiment la base pour faire des calculs de distance. Juste au passage, pour vous montrer à quel point c'est d'une puissance folle, la trigonométrie, dites-vous qu'Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a quand même réussi à déterminer la circonférence de la Terre à 3% d'erreur près, okay, juste avec l'ombre dans un puits et l'utilisation des lois trigonométriques. C'est quand même hallucinant. Mais le problème, c'est que malheureusement, malgré ces lettres de noblesse, quand on l'apprend en cours, la trigonométrie, le plus souvent, on le disait, c'est pas du tout le chapitre préféré des étudiants. Bon, après, il y a quelques fanatiques un peu tarés qui s'en passionnent. Vous en avez d'ailleurs un spécimen juste devant vous. Mais surtout, le problème, c'est que quand on sort de terminale et qu'on arrive en prépa, le chapitre de trigonométrie, ça reste quand même quelque chose d'assez flou, fréquemment. Alors, le plus souvent, quand on mentionne le terme de trigonométrie, on a en tête l'idée qu'il y a plein de formules bizarres qui ont à voir avec des sinus, avec les cosinus, voire même avec les tangentes, on s'en souvient. On a aussi en tête le cercle trigonométrique avec toutes ces valeurs cheloues comme racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, etc. Et puis en plus, comme si ce n'était pas suffisant, il y a aussi les nombres complexes qui traînent par là, avec ce fameux nombre imaginaire i qui au carré donne -1. Donc ça fait quand même du monde dans le bateau, ok. Et donc il y a de quoi se mélanger les pinceaux. Alors d'abord, le mot même de trigonométrie. Trigonométrie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça désigne? Étymologiquement,
Trigonométrie, ça vient de trigonos, triangulaire, et métron, la mesure. Alors c'est du grec, comme vous l'aurez compris, et tout comme vous aurez aussi compris, j'imagine, qu'il s'agit d'histoire de triangle en trigonométrie. La trigonométrie, elle s'intéresse au triangle d'abord, et pas au cercle. Pas au cercle, pas le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, vous en faites pas, il va arriver, mais après. Je sens qu'il vous manque déjà terriblement, mais la trigonométrie ne s'intéresse pas au cercle, d'abord les triangles. C'est la chose la plus importante. Au passage, un autre nom pour les triangles, c'est les trigones. C'est un nom un peu plus scientifique, c'est exactement comme pour les hexagones, vous voyez par exemple, ou les dodécagones. Vous voyez. Et grande question, pourquoi s'intéresser autant aux triangles? Pourquoi pas s'intéresser aux carrés, aux losanges, ou je sais pas, aux hexagones, aux dodécagones? Parce que le triangle, c'est la figure géométrique fermée la plus simple qu'on peut faire avec des lignes droites. Avec une seule ligne droite, vous avez une droite. Avec deux, vous avez toujours que dalle, voyez. Mais avec trois, là vous avez quelque chose. Là, vous avez une figure fermée. Alors que pour faire un carré, il faut 4 côtés. Pour l'hexagone, il en faut 6, etc. Mais il y a encore mieux que ça. Parce qu'en fait, il se trouve que vous pouvez décomposer n'importe quel polygone, peu importe votre polygone, okay, vous pouvez décomposer n'importe quel polygone en triangle. Okay. Et donc en fait, les triangles, c'est la brique élémentaire de tous les autres polygones. C'est la brique élémentaire de tous les polygones. Donc si vous savez étudier les triangles, obligatoirement, par voie de conséquence, vous saurez aussi étudier tous les autres polygones, logique. Et alors j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce terme de polygone, et sur sa signification d'ailleurs étymologique, entre guillemets. Parce que beaucoup pensent que le mot de polygone, ça veut dire une figure à plusieurs côtés. Et ils ont raison, c'est vrai, un polygone c'est ça. Mais en réalité, polygone, ça vient encore du grec, c'est poly, plusieurs, ok. Mais gone, gonia en grec, c'est pas côté, c'est l'angle, c'est les angles, ok. Donc en grec, gonia, d'ailleurs c'est pluriel, donc en grec toujours ça, polygone, en fait c'est une figure géométrique fermée avec plusieurs angles. Et donc un hexagone, en réalité c'est pas, en grec ça ne veut pas dire une figure géométrique à 6 côtés, c'est une figure avec 6 angles. Bon, alors à quoi ça peut bien servir de dire tout ça? Eh bien il se trouve que la trigonométrie, elle s'intéresse, ok, au triangle, mais en plus et surtout en particulier, elle s'intéresse aux liens qu'entretiennent les angles des triangles et la mesure des côtés des triangles. Ça, c'est vraiment la base fondamentale de la trigonométrie. C'est-à-dire qu'on va étudier le rapport entre les angles d'un triangle et la longueur de ses côtés. Bon. Mais pas n'importe quel triangle, au passage. On va s'intéresser plus particulièrement aux triangles rectangles. Alors pourquoi les triangles rectangles? Eh bien, idem que pour avant, pareil, même chose, vous pouvez découper n'importe quel triangle en triangle rectangle. En 2 triangles rectangles. C'est aussi simple que ça. En fait, le triangle rectangle, c'est la brique élémentaire de tous les autres triangles, et donc par voie de conséquence de tous les autres polygones. Okay. Or, il se trouve que quand on étudie un peu les triangles rectangles, on n'a pas fini d'être surpris des propriétés qu'ils possèdent, à commencer par un théorème qu'on utilise absolument tout le temps et que vous connaissez très bien normalement, c'est le fameux théorème de Pythagore. C'est-à-dire que, vous connaissez très bien la formule, la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose d'assez intriguant avec les triangles rectangles. Parce que imaginez que je prenne plusieurs triangles rectangles comme ça. Ok. Ils se ressemblent pas mal, et c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal. Et ils se ressemblent même tellement que regardez un petit peu. Si je prends la longueur de ce côté-là, voyez, et que je le divise par la longueur de ce côté-là, je vais trouver un certain nombre. Ok. Mais si je fais la même chose sur ce triangle, eh bien, à votre avis, qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que ça va être que le résultat? Ben oui, exactement le même. Vous allez trouver le même résultat. Et ça, c'est dû à un fait en particulier, c'est que là et là, vous avez le même angle à chaque fois. Et là, ce dont je viens de vous parler, ce rapport de mesure qui reste invariant d'un triangle à l'autre, ici vos triangles ils sont semblables, c'est tout simplement le sinus de cet angle-là, tout simplement, côté opposé divisé par l'hypoténuse. Mais vous avez aussi, parmi les invariants, le cosinus et la tangente d'un angle, d'où le fameux SOHCAHTOA, avec le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Ok. Ça, c'est la base de la trigonométrie. Parce que regardez un petit peu, pour calculer une distance, si vous connaissez un angle, sa mesure, ou son cosinus et son sinus, et la mesure d'un des côtés de votre triangle,
rectangle. Et bah, bam, vous allez pouvoir obtenir hyper facilement la longueur du côté que vous voulez. Okay, donc, avec très peu de choses, vous voyez qu'on est capable de calculer des distances d'une façon quand même assez prodigieuse et efficace. Tout ce qu'il faut, c'est un triangle rectangle. Or, il y a un endroit en particulier où on trouve beaucoup de triangles rectangles à foison, c'est justement les cercles. Regardez un petit peu, ils sont vraiment partout. Si vous considérez le diamètre de votre cercle comme l'hypoténuse là, de tous ces triangles rectangles, ils sont absolument partout. Mais maintenant, regardez un petit peu ce qui se passe si on considère un cercle de rayon, mais de rayon 1 unité, et qu'on le place dans un plan. Voilà, exactement comme ça. Et bien là, magie, on retrouve directement, certes, des triangles rectangles, mais là, vous allez voir les valeurs des cosinus et des sinus sur les axes. Et on parlera de la tangente dans d'autres vidéos, ce sera pour plus tard. Et ça, c'est justement le fameux cercle trigonométrique. C'est tout simplement un cercle de rayon 1 unité, okay, qui permet de lire super efficacement les sinus et les cosinus des angles. Au passage, c'est aussi pour ça que vous avez cosinus carré plus sinus carré de votre angle là, est égal à 1 grâce au théorème de Pythagore, parce que vous voyez que l'hypoténuse a toujours une longueur de 1, puisque c'est le rayon de votre cercle. Donc au carré, 1 au carré, ça fait 1. Donc le cercle trigonométrique, vous voyez qu'il arrive en fait assez naturellement. Il émerge presque de la nécessité qu'on a d'utiliser et d'étudier les triangles rectangles. Et le plus simple, du coup, c'est de bosser avec des triangles rectangles avec un hypoténuse égal à 1 pour avoir facilement les cosinus et les sinus des angles. Parce que vous vous souvenez que le sinus, c'est quoi? C'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, s'il vaut 1, ça se simplifie facilement. Idem pour le cosinus. Alors au passage, comme on parle de cercle, il y a un nombre dont vous devez normalement être assez familier, il faut vraiment que vous le connaissiez, c'est ce fameux nombre pi. Irrationnel, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux 3,14 et des poussières? C'est en réalité tout simplement le rapport constant, qui est toujours le même, entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Du coup, si vous prenez un cercle de diamètre 1 unité, bah, le tour du cercle, il va mesurer exactement pi unité. Sauf que là, dans le cercle trigonométrique, on n'est pas avec un cercle de diamètre 1, pas un cercle de diamètre 1 unité. On est avec un cercle de rayon 1 unité, donc de diamètre 2 unités. Donc si le diamètre du cercle vaut 2 unités, et bien, obligatoirement, le tour de votre cercle va mesurer 2 fois pi. Et alors là, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous parle un peu des nombres complexes, parce que, et avant tout en particulier de ce fameux nombre imaginaire i, nombre terrible, non terrible qu'on a donné au nombre imaginaire, ils ne sont pas du tout imaginaires, bref, peu importe, mais en tout cas ce nombre i qui au carré donne moins 1. Alors quel peut bien être le lien entre la trigonométrie, les triangles, rectangles, les cercles, les angles, etc., et un nombre qui au carré donne moins 1? Et là pour ça, il faut comprendre déjà d'où vient le nombre i et pourquoi d'ailleurs i au carré, entre guillemets, donne moins 1. Et vous allez voir que comme ça, on va bien retomber sur nos pattes et sur notre cercle trigonométrique. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors là, on est face au fameux axe des réels. Bon là, j'ai marqué que des entiers relatifs de moins 5 à 5, ok. Mais vous imaginez, vous avez toute la droite de vos réels et vous avez tous les réels ici. Ok. Bon, alors là, j'aimerais qu'on s'intéresse à un truc en particulier, c'est qu'est-ce qui se passe si on multiplie deux nombres positifs entre eux. Par exemple, on fait 2 fois 2. Qu'est-ce que ça fait 2 fois 2 ? 2 fois 2, ça fait 4. Bon, c'est un résultat que vous connaissez normalement, j'espère. Et alors, en réalité, comment est-ce que ça se représente sur ce graphique-là ? C'est-à-dire que si vous partez de 2 là, le 2 qu'on va représenter ici, on va le prendre en un point rouge. C'est notre point de départ. C'est pour ça que ici je l'ai mis en rouge. Ok ? Votre point de départ, 2, nombre positif, ok ? Et on va le multiplier, voyez, par 2 qui va nous amener comme ça jusqu'à 4. On l'a mis en vert, voyez, parce qu'on tourne dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on tourne dans ce sens-là ? C'est parce que vous voyez, on a multiplié 2 par un nombre positif. Okay, vous avez pris ce point de départ-là, 2 en rouge. Okay, vous multipliez par un nombre positif, vous tournez dans ce sens-là. OK. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si jamais vous prenez 2 fois moins 2 cette fois-ci ? Donc vous voyez que lorsque vous faites 2 fois 2, ça fait 4. En réalité, ce que vous faites, c'est une rotation là, dans ce sens-là. Okay ?
Maintenant, le truc, c'est que si jamais cette fois-ci, vous décidez de partir d'un nombre négatif, vous partez cette fois-ci de moins 2, le point qui est ici, et que vous multipliez encore, toujours par un nombre positif, par exemple, on prend encore 2. Moins 2 fois 2, qu'est-ce que ça fait? Moins 2 fois 2, il n'y a pas de problème, vous savez aussi ce résultat normalement, c'est moins 4. Alors là, le truc, on s'en souvient, c'est que la rotation qui est ici, en vert, elle est déterminée par le nombre qui est ici, le deuxième nombre qui est ici. Donc ça veut dire qu'on tourne bien dans ce sens-là. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que votre point de départ, ici, c'est moins 2. Donc c'est-à-dire qu'on va continuer effectivement à tourner dans ce sens-là, mais cette fois-ci, ça va vous emmener comme ça, de ce côté-là. C'est pour ça que moins 2 fois 2, regardez, ça va vous donner tout simplement, hop là, moins 4. Vous tombez sur moins 4. Vous voyez, c'est exactement la même rotation qu'ici, mais c'est juste que pour les nombres positifs, vous partez vers le haut, pour les nombres négatifs, vous partez vers le bas. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous décidez de multiplier un nombre positif, prenons 2 par exemple, mais cette fois-ci par un nombre négatif? Si vous prenez 2, par exemple, nombre positif, et que vous décidez de le multiplier par un nombre négatif, prenons par exemple encore moins 2. Ici, le résultat, ça va être moins 4, vous le savez ça. Donc en réalité, ça va être le même résultat qu'au-dessus, mais pas vraiment pour la même raison. Et non, pas pour la même raison. Pourquoi ce n'est pas pour la même raison? Parce que là, votre point de départ, c'est 2 en rouge. Votre point de départ, c'est en rouge. Et là, cette fois-ci, vous allez multiplier ici en vert par moins 2. Et si vous multipliez par un nombre négatif, là, votre sens de rotation, entre guillemets, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'opposé, si vous préférez. C'est-à-dire que vous allez tourner dans ce sens-là. Si bien que, en partant de 2, qui est ici, bam, ça va vous projeter jusqu'à moins 4, comme ça, et vous tournez dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous allez être projeté jusque là-bas. Et ensuite, bien sûr, dernier résultat que vous connaissez, qu'est-ce qui se passe si on prend un nombre négatif et qu'on le multiplie par un nombre négatif? Eh bien, ça va vous donner, là vous le savez aussi normalement, un nombre positif. Et pourquoi ça vous donne un nombre positif? Eh bien là, c'est exactement la même logique que celle d'avant. En gros, votre point de départ, c'est moins 2. C'est moins 2. Vous allez multiplier par un nombre négatif, en vert, donc vous effectuez cette rotation là, dans ce sens-là, mais comme vous partez d'un nombre négatif, vous allez partir par le bas. Donc en partant de moins 2, vous allez faire donc, cette rotation dans ce sens-là, et bam, ça va vous emmener jusqu'à 4. C'est pour ça qu'un nombre négatif fois un nombre négatif, ça vous donne un nombre positif. Moins 2 fois moins 2 est égal à 4. Vous faites cette rotation-là, dans ce sens-là. Le problème, vous voyez, on a un gros problème ici, c'est que il n'existe pas de nombre qui, au carré, donne un nombre négatif. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'un carré, on s'en souvient, c'est quoi? C'est un nombre multiplié par lui-même. On le retrouve à deux endroits, ça, ici et là. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, le résultat, c'est un nombre positif. Si on part de moins 2, bam, moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 au carré, nombre positif. Si vous prenez 2 au carré, hop là encore un nombre positif. Alors comment on va bien pouvoir se débrouiller, je vais mettre encore un peu plus vulgaire, mais comment on va faire pour se débrouiller pour trouver un nombre dont le carré est égal à un nombre négatif? Et bien alors là, l'idée, et je vais recopier mon axe des réels, mais en ayant zoomé sur l'intervalle moins 1, 1, voilà le zoom. Et bien là, on cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, va donner un nombre négatif. Donc en gros, ce qu'on va chercher, plus particulièrement même d'ailleurs, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, donne moins 1. Alors, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ça? Et bien l'idée, c'est que vous voyez que quand on multiplie un réel par lui-même, on fait toujours un demi-cercle, tout le temps, un demi-cercle. Enfin, vous voyez, là, bon, il n'est pas bien fait mon demi-cercle, mais vous saisissez l'idée. Là, vous avez un demi-cercle, là aussi, vous avez un demi-cercle, pas de problème. Mais avec là, ce qu'on va introduire, les nombres complexes, l'idée, c'est qu'on va rajouter une dimension supplémentaire. On va utiliser un point qui n'est pas justement dans R, qui est en dehors de R.
Et regardez ce qui se passe. Si jamais vous partez de 1 et que cette fois-ci, vous ne faites pas la moitié d'un cercle, un demi-cercle, mais si vous faites un quart de cercle, qu'est-ce qui va se passer? Regardez un petit peu. Hop là. Vous atterrissez là. Et si vous réalisez encore ce quart de cercle, hop là, ça vous amène sur moins 1. Il vous suffit ensuite d'appeler ce nombre-là i. Et vous avez bien que là, vous avez une multiplication par i de 1. Vous voyez, 1 fois i, ça vous amène là. Et i fois i, vous réalisez encore cette rotation-là, ça vous amène à moins 1. Et si jamais vous continuez, qu'est-ce qui se passe? On va encore remultiplier par i, ça vous amène juste ici. Et si vous remultipliez encore par i, ça vous amène là. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Si ici vous avez i, bien évidemment, ici vous allez avoir tout simplement moins i. Okay. Et là, en réalité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement votre cercle trigonométrique. Parce que là, si vous avez i et que vous avez moins i, vous pouvez tout à fait reproduire le même schéma avec 2 et moins 2, par exemple. Vous pouvez tout à fait avoir 2i, moins 2i, et en fait, vous avez ici tout un nouvel axe. Vous avez l'axe des imaginaires purs. En fait, vous venez de créer comme ça un nouvel axe, et vous venez en fait tout simplement de générer le plan complexe. Et vous retombez bien sur le cercle trigonométrique. Donc vous voyez bien que en réalité les nombres complexes, même l'origine des nombres complexes, c'est que ça tourne. Les nombres complexes, ça tourne. Et ça tourne dans quel sens? Ça tourne dans ce sens-là. C'est pour ça que le sens trigonométrique, c'est celui-là. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parce que vous voulez partir de 1 et arriver à moins 1. Okay. Donc obligatoirement, vous allez aller dans ce sens-là. Vous allez dans ce sens-là. Donc vraiment avoir en tête que les nombres complexes, ça tourne. Et ça tourne vraiment grave. Hein. Si vous prenez, par exemple, mais vous le verrez plus tard, si vous prenez deux nombres complexes et que vous décidez d'en faire le produit, si vous considérez des arguments là, de vos deux nombres complexes, si vous multipliez vos deux nombres complexes entre eux, les arguments, ils s'ajoutent. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos, mais ça c'est quand même une propriété extraordinaire. Et donc vous voyez bien, les nombres complexes, ça tourne, d'où le rapport avec le cercle trigonométrique et avec la trigonométrie en général. Et alors, quand vous définissez un nombre complexe dans le plan, en fait, vous allez voir, il y a trois façons de le faire. D'abord, la forme la plus évidente apparemment, c'est la forme algébrique. C'est juste les coordonnées de votre point dans le plan complexe. Ça, c'est l'approche vraiment la plus simple, c'est-à-dire que vous avez une donnée réelle et une donnée imaginaire. On appelle la partie réelle et la partie imaginaire de votre nombre. Mais on peut aussi voir les choses d'une autre façon. C'est qu'un point sur le plan complexe, en fait, il peut être défini selon deux critères, comme étant à une certaine distance par rapport à l'origine, on appelle ça le module de votre nombre complexe, okay, et à un certain angle vis-à-vis de l'axe des abscisses. On appelle ça un argument de votre nombre complexe. On verra plus tard pourquoi on dit un argument et pas l'argument. C'est à cause du fait qu'on peut tourner à chaque fois de 2π, c'est modulo 2π tout ça. Bon, on verra ça plus tard. Mais donc là, vous voyez que sur la figure, on a bien un triangle rectangle. Et là, on a un angle, d'où le recours à la trigonométrie. C'est exactement, si vous voulez, le procédé qu'on utiliserait pour balancer un projectile sur votre nombre complexe. D'abord, vous réglez l'angle de votre catapulte, okay, et ensuite, vous allez envoyer à une certaine distance qui est le module. Okay. Alors la trigonométrie, elle pourrait s'arrêter là, apparemment. Mais en réalité, vous allez le voir, et vous l'avez sans doute déjà vu, la trigonométrie, qui est une branche de la géométrie, elle entretient des liens mais hallucinants avec d'autres domaines des mathématiques, notamment l'analyse et les fonctions. Alors bien sûr, vous avez la fonction cosinus et la fonction sinus, et aussi la fonction tangente. Bon, ça, vous le verrez plus tard pour la tangente, et qui s'obtiennent très facilement et naturellement, entre guillemets, à partir du cercle trigonométrique, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça, ces fonctions-là, ce sont des fonctions que vous retrouvez partout dans la nature, avec ce qu'on appelle tout simplement en fait les ondes. Le son, c'est une onde, les ondes acoustiques, les ondes électromagnétiques. Et donc vous voyez que même toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui, elle vient pour une grande partie de l'étude des ondes qui sont en réalité l'expression, si vous voulez, de fonctions trigonométriques. Déjà ça c'est dingue, déjà moi je trouve ça complètement fou, mais il y a peut-être encore plus fou que ça. Et il y a beaucoup plus fou que ça. C'est que, comme vous l'avez sans doute déjà étudié au lycée, et vous allez le revoir en prépa, il y a un lien fondamental et extraordinaire
entre la fonction exponentielle et les fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Ça, c'est complètement fou parce que la fonction exponentielle et le nombre e là, mais n'ont juste rien à voir avec la géométrie. Vous voyez, c'est dingue. Le nombre e et les fonctions exponentielles n'ont rien à voir avec la géométrie. Et le lien qu'entretiennent ce nombre e et la fonction exponentielle avec les fonctions cosinus et sinus, bah, c'est notamment ça qui est à la base de la plus belle équation des mathématiques de l'heure. Il y a une proximité extraordinaire, du coup, vous verrez, entre la forme trigonométrique d'un nombre complexe et sa forme exponentielle. Parce que vous voyez, quand vous avez la forme trigonométrique, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, bah, vous dites tout simplement, regardez, là j'ai tel angle que vous définissez grâce à cos θ plus i sinus θ, okay, qui est un point sur votre cercle trigonométrique bien précis, okay, donc vous définissez votre angle, et après, bah, il vous reste simplement à multiplier par le module de votre nombre complexe, et bam, vous êtes arrivé à votre point, vous balancez de votre module. Okay. Or, magie, le truc c'est que cos θ plus i sinus θ, c'est égal hein, à ei θ. On verra le pourquoi dans une vidéo. Ça c'est dingue. Ça, c'est vraiment hallucinant, cette propriété. Ce lien qui existe, il n'est pas du tout évident. C'est vraiment hallucinant. Et donc, il vous suffit de remplacer le cos θ plus i sinus θ par ei θ et vous trouvez la forme exponentielle de votre nombre complexe, c'est-à-dire un module fois ei θ. Et voilà, vous avez vos trois formes. La forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Ça, c'est les bases de la trigonométrie que vous allez apprendre en prépa. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'on va ressortir d'autres vidéos de mathématiques sur d'autres pans, bien évidemment, des mathématiques en prépa. Et bien évidemment, si vous avez une question ou quoi, ou que sais-je ou qu'est-ce, vous laissez un commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Voilà. Ciao.